Merci d'abord de m'avoir invité en tant que jeune retraité pour parler de cette correspondance de Mallarmé, pour la présenter en quelque sorte, et puis aussi pour justifier cette entreprise éditoriale qui est celle d'une deuxième édition, puisqu'il existe une première édition de la correspondance de Mallarmé. Et pour précisément à la fois présenter cette édition et la justifier, je voudrais commencer par faire un peu l'historique de la correspondance de Mallarmé, qui me sert de titre avec l'ambiguïté, puisque la correspondance de Mallarmé, c'est à la fois une activité épistolaire du poète et c'est aussi une entreprise éditoriale qui a commencé à une certaine époque, qui s'est prolongée et qui a abouti ces derniers temps à une deuxième édition. Alors au départ de cette histoire, il y a un personnage essentiel, c'est Henri Mondor, dont tout le monde a entendu parler, chirurgien célèbre, mais aussi homme de lettres, et surtout grand admirateur de Mallarmé, qui va constituer pendant des années et des années toute une collection de documents, de manuscrits, de lettres originales ou de lettres copiées, tout un fonds par conséquent qui est aujourd'hui à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet tout à côté et qui constitue ce qu'on appelle le fonds Mondor et qui est le principal fonds mallarméen dans le monde, le plus important, de très loin. Henri Mondor a donc accumulé pendant des années toutes sortes de documents et notamment des lettres de Mallarmé, parce que les lettres sont toujours un document essentiel quand on s'intéresse à un auteur particulier. À partir de cette documentation qu'il a réunie dans les années 30 et 40, il va en faire l'exploitation à plusieurs niveaux et avec plusieurs destinations. La première exploitation qu'il va donner de cette documentation, y compris les lettres, c'est en 1941, la publication de sa biographie de Mallarmé, la première biographie de Mallarmé, qui s'intitule donc « Vie de Mallarmé ». Et pour cette vie de Mallarmé, qu'a fait Mondor? Il s'est essentiellement servi de la correspondance, en tout cas de celle qu'il avait rassemblée, et de celle qu'il était à peu près le seul à connaître. C'est lui, par conséquent, qui a révélé la plupart des lettres essentielles dont on reparlera. Première utilisation, donc, la biographie en 1941, suivie 4 ans plus tard, 1945, d'une nouvelle entreprise éditoriale marquante qui va là encore révolutionner les études mallarméennes, c'est la publication de la première édition de la Pléiade de Mallarmé. Et cette édition est exemplaire pour l'époque, puisque par rapport au canon de ce qu'est la Pléiade dans ces années-là, c'est la première édition qui affiche un véritable appareil critique, alors que, à l'origine, la Pléiade n'est pas destinée à fournir des éditions critiques aux universitaires. C'est l'édition de l'honnête homme, c'est le livre de poche, d'où le format réduit, d'où le papier Bible, qui permet de faire tenir toute l'œuvre d'un auteur, et le premier publié, c'est Baudelaire, dans une poche. Et le premier Baudelaire est très mince, parce qu'il n'y a que les œuvres de Baudelaire, et il n'y a aucune note. Donc, la Pléiade Mondor de Mallarmé est véritablement la première qui apporte un appareil critique, et d'où sort cet appareil critique pour une large part de la documentation accumulée par Mondor. Il y a plus de 200 pages d'appareil critique, ce qui est énorme pour l'époque. Donc Mondor est en avance sur son temps, et c'est lui qui va donner le ton, finalement, pour ses éditions avec appareil critique, alors que Flaubert, publié à la même époque, en 2 petits volumes, ne comporte, lui, que très peu de notes. Bref, deuxième entreprise éditoriale, c'est la Pléiade. La même année où, un an après, il y a les 2 dates pour cette troisième entreprise, il va utiliser là encore la correspondance et sa documentation pour fournir une anthologie
de textes mallarméens concernant la poésie. Ça s'appelle « Propos sur la poésie ». Et on voit bien la finalité, extraire de toute cette documentation, de tous ces textes, des morceaux qui peuvent permettre à un lecteur non habitué à lire Mallarmé, qui peuvent lui permettre par conséquent de découvrir un Mallarmé relativement accessible. Nous sommes en 1946. Et puis après ces 3 premières utilisations, il envisage bien entendu d'éditer une correspondance et cette entreprise commencera à la fin des années 50, il faut du temps. À cette époque-là, Mondor a donc réuni à peu près un petit millier de lettres. Et quand je dis un millier de lettres, cela ne veut pas dire un millier d'originaux, de lettres originales, mais un bon nombre de lettres originales, et puis le reste, ce sont des copies qu'il a prises chez les libraires, chez les marchands d'autographes, dans les ventes publiques, qu'il a prises ou qu'il a fait prendre, bien entendu, par un certain nombre de collaborateurs. Mais il dispose de ces copies et par conséquent, les lettres originales sont complétées par bon nombre de copies et c'est à partir de ce matériau qu'il va se lancer dans l'entreprise d'une édition de la correspondance de Mallarmé. Pour cette entreprise, comme pour la Pléiade, il va s'adjoindre un collaborateur, quelqu'un qui est plus spécifiquement compétent parce qu'il est universitaire ou parce qu'il est tourné vers les questions d'édition. Pour la Pléiade, c'était G. Jean Aubry. Pour la correspondance, ce sera quelqu'un que vous connaissez tous, Jean-Pierre Richard. Jean-Pierre Richard qui à l'époque est en train de faire sa thèse sur Mallarmé, thèse qui aboutira en 1961, l'univers imaginaire de Mallarmé. Mondor lui demande de collaborer avec lui et c'est en quelque sorte Jean-Pierre Richard qui va être la petite main de cette entreprise, c'est-à-dire que Mondor apporte la documentation et Richard fait le travail matériel d'édition. Sauf que ce travail matériel d'édition est biaisé dès le départ, comme me l'a raconté Jean-Pierre Richard plus tardivement, c'est-à-dire que cette entreprise l'a beaucoup dépité dans la mesure où il n'a jamais disposé devant lui des originaux. Il a toujours travaillé sur des copies, voire des copies de copies, où parfois il prenait la dictée devant Mondor qui dictait précisément telle ou telle lettre. Bref, le résultat c'est que cette édition, comme on sait, a été très fautive, tout simplement parce que l'éditeur en titre, Jean-Pierre Richard, comme il s'en est plaint à plusieurs reprises, n'a jamais vu les originaux, alors même que Mondor disposait de bon nombre de ces originaux, il ne les a jamais vus. Il en est résulté évidemment d'assez nombreuses fautes, mais l'entreprise était lancée et on sait que ce volume qui paraît en 1959 va avoir un écho considérable. Il va véritablement transformer la vision que l'on a de Mallarmé, à supposer qu'on ait une vision de Mallarmé, on en a au moins une image, et il va nourrir, de concert avec la Pléiade de 45 rééditée en 51, il va nourrir évidemment toutes les grandes études sur Mallarmé des années 60 et 70. Des études qui sont souvent faites par des philosophes ou des littéraires qui ont un versant philosophique. Alors c'est évidemment Blanchot, c'est Sartre, c'est Foucault et beaucoup d'autres, d'autant plus que c'est l'époque aussi du structuralisme et c'est à la même époque encore que de nouveaux inédits apparaissent, le plus important d'entre eux étant en 1957 la publication par Jacques Scherrer de ce qu'il appelle, avec des guillemets, le livre de Mallarmé. Livre évidemment défaillant, livre manquant, mais ce sont des notes, les 202 feuillets que publie Jacques Scherrer, qui montrent un Mallarmé moins intéressé par le contenu que par la forme ou par la structure. Et c'est l'époque du structuralisme dont Mallarmé devient, à son corps défendant, le parrain, un parrain du structuralisme des années 60 et 70. Donc la correspondance
qui couvre les années 62-71, c'est-à-dire les années de formation, les années de la crise, la fameuse crise de Tournon, et de sa supposée résolution. Cette correspondance, ce premier tome de la correspondance, donne une image et confirme une certaine idée de Mallarmé qui est héritée de Blanchot et de Sartre, c'est le Mallarmé de la négativité. Parce qu'évidemment, il y a ces lettres où Mallarmé évoque à la fois la négativité, la destruction, la fameuse lettre où il dit « La destruction fut ma Béatrice », par exemple. Bref, c'est le poète de la négativité qui va s'imposer dans l'imaginaire intellectuel du temps. Le premier volume est donc paru, mais ce n'est que le premier volume. Et comme Mondor dispose d'un petit millier de lettres, il envisage à ce moment-là, au départ de l'opération, 3 tomes. Le premier volume est paru, passons au deuxième. Et pour le deuxième, il perd Jean-Pierre Richard comme collaborateur, officiellement parce que Jean-Pierre Richard veut avoir du temps pour terminer sa thèse qu'il termine en 61. En réalité, c'est pour une autre raison que j'ai déjà dite, à savoir l'insatisfaction de Jean-Pierre Richard devant les conditions dans lesquelles il a dû établir le texte. Mais cela lui a permis aussi de bénéficier des largesses de Mondor, qui lui a confié, par exemple, le manuscrit de Pour un tombeau d'Anatole, qui sera sa thèse complémentaire et qu'il éditera dans des conditions là tout à fait parfaites, parce que précisément il dispose du manuscrit. Bref, exit Jean-Pierre Richard. Mondor a donc besoin d'un nouveau collaborateur, et comme ce deuxième volume doit comporter beaucoup de lettres à destination de correspondants anglais ou anglophones, il se met en quête d'un universitaire anglophone. Et il va le trouver, cet universitaire, en la personne de Lloyd James Austin, qui est un universitaire qui enseigne à Manchester, qui passe en 61 à Cambridge, où il va finir sa carrière en 1985. Et cet universitaire-là, qui est d'origine australienne, comme presque tous les anglophones qui sont spécialistes de Mallarmé, ils viennent d'Australie. Qu'ils enseignent aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie, éventuellement, ils sont australiens. Donc Austin est un Australien qui a fait sa carrière en Angleterre. Il est spécialiste de Baudelaire, de Mallarmé et de Valéry, la triade de la modernité poétique. Ce qui ne l'a pas empêché de faire sa thèse sur la jeunesse de Paul Bourget. Mais c'était le Bourget intelligent, le Bourget qui était un interlocuteur de Nietzsche, par exemple. Bref, Austin devient le collaborateur de Mondor, et naturellement, pense-t-il, pour ce deuxième tome, qui concerne plus particulièrement des correspondants anglais. Donc, pour lui, c'est une parenthèse de 2 ou 3 ans peut-être dans sa carrière, ce qui n'empêche pas par ailleurs de continuer à travailler sur ses auteurs de prédilection. Et puis, c'est une façon d'accéder directement au corpus mallarméen. Sauf que Mondor meurt en 62, alors que le deuxième volume est toujours en préparation, ce qui fait qu'à la mort de Mondor, c'est Austin qui va hériter de la tâche de mener à bien ce deuxième tome, et si possible, peut-être, le reste, c'est-à-dire le troisième tome, puisque pour l'instant ne sont prévus que 3 tomes. Alors il va mener à bien ce deuxième tome, sauf que lui, évidemment, va travailler dans d'autres conditions, puisque d'une certaine façon, il est, si je puis dire, débarrassé de Mondor, avec tout le respect qu'on lui doit, bien entendu. Et en tant que philologue, il va faire un véritable travail d'édition. Chaque fois qu'il dispose des originaux, il pourra donc établir le texte de façon précise. Et lorsqu'il ne dispose pas des originaux, il pourra éventuellement les rechercher et surtout essayer d'établir le texte le plus fiable possible, ce qu'il fait pour ce tome 2 qui paraît donc en 1965. Et puis, s'ouvre la perspective du troisième tome pour Austin qui reste tout seul.
mais qui va continuer à placer cette correspondance sous le double patronage de Mondor et de lui-même. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, tous les volumes porteront la double signature Mondor-Austin. Alors qu'en réalité, à partir de 62, c'est lui qui a tout fait. Évidemment à partir de la documentation apportée par Mondor, mais c'est lui qui a tout fait. Tout le travail d'édition et puis toutes les recherches complémentaires, parce qu'évidemment il ne s'est pas contenté de ce dont il disposait avec Mondor, il a recherché de nouvelles lettres parce qu'il en ressortait constamment, et c'est bien là le problème. La publication de 59 va susciter la sortie de nouvelles lettres. Bien entendu, toute publication suscite toujours de nouvelles sorties. Ce qui fait que petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, eh bien, le stock de lettres nouvelles va devenir grandissant et va surtout dépasser le stock de lettres accumulées par Mondor. C'est-à-dire qu'on va passer d'un petit millier de lettres à la fin de la publication de la correspondance à 2711, ce qui est presque le triple du chiffre initial. Et il faut tenir compte évidemment de cette nouveauté de lettres, et la conséquence, c'est que ce qui devait se faire en 3 volumes va se faire en réalité en 11 tomes représentant 12 volumes. Alors il y a le tome 3 qui paraît donc en 69, 4 ans après le tome 2. 4 ans plus tard, c'est le tome 4. Mais évidemment, comme les lettres nouvelles s'accumulent, il faut prévoir des suppléments à la fin de chaque volume pour le volume précédent. Parce que les lettres qui réapparaissent peuvent appartenir à des volumes encore à paraître ou des volumes déjà parus. Bref, il faut des compléments et des suppléments. Et c'est ce jeu avec les compléments et suppléments qui va compliquer la tâche et surtout augmenter le nombre de volumes à paraître, ce qui, là aussi, va poser des problèmes vis-à-vis de l'éditeur, qui s'était engagé pour 3 volumes et qui va se retrouver progressivement dans la perspective d'un beaucoup plus grand nombre de volumes. Et puis 1973, donc c'est le 4e volume, qui est un volume double, un volume pour la période concernée, c'est-à-dire les années 90-91, et un volume de compléments et de suppléments, un volume entier de compléments et de suppléments pour les volumes précédents. Sauf que 1973, c'est pas seulement la publication du 4e tome en 2 volumes, c'est aussi la première crise pétrolière, c'est la guerre du Kippour, et on sait, ou on ne sait plus pour ceux qui sont trop jeunes, mais on sait que cette année 1973 n'a pas été décisive seulement pour la hausse du prix du pétrole, et pour accessoirement d'autres conséquences géopolitiques, mais elle a provoqué une très grave crise de l'édition. Ce qui fait que Gallimard hésite à poursuivre l'entreprise. Après le tome 4, parce qu'il perçoit déjà qu'il y aura non pas un 5e, un 6e, mais peut-être un 7e, un 8e, un 9e, un 10e, et peut-être davantage encore de volumes. Bref, Gallimard hésite. Austin n'en poursuit pas moins son entreprise, c'est-à-dire qu'il va continuer à travailler. Et pendant ces années où ne paraît rien, il va continuer pour achever le travail. Il achève à la fin des années 80. Donc entre 1973 et 1980, il achève le travail. Après de multiples péripéties et notamment des interventions de personnalités haut placées, Gallimard accepte finalement de mener à bien cette entreprise. Donc à partir de 1981, vont paraître dans des délais très rapprochés, puisque tout est prêt. Il suffit de tronçonner la matière déjà prête en différents volumes pour ne pas faire des volumes trop gros. Donc en 1981 paraît le tome 5. La même année paraît le tome 6. En 1982 paraît le tome 7. En 1983, les tomes 8 et 9. En 1984, le tome 10. Et en 1985, le dernier tome, qui ramasse en quelque sorte les derniers compléments et suppléments, et surtout qui fournit l'index général de cette correspondance.
et qui fournit quelques lettres encore même après l'index, parce que comme l'index était déjà composé, il a fallu rajouter des lettres après l'index parce qu'on en retrouve toujours. Ce qui fait que cette correspondance première du nom s'achève en 1985 avec ses 11 tomes représentant 12 volumes. Et le nombre de lettres publiées est de 2711, qu'il s'agisse de lettres entières ou de lettres dont on ne connaît plus que des fragments. En réalité, il y a beaucoup plus de numéros, mais parce que Austin a intégré aussi dans sa numérotation ce qu'on appelle les lettres fantômes, c'est-à-dire des lettres attestées, mais qu'on n'a pas retrouvées. Alors il aboutit à un total de 3340 numéros, mais cela correspond à 2711 lettres véritables. L'entreprise est terminée. Nous sommes en 85. Austin peut aspirer à une retraite bien méritée, mais évidemment, la sortie de nouvelles lettres ne s'arrête pas, ce qui fait que dès janvier 86, soit quelques mois après la sortie du dernier volume, il publie un premier supplément, évidemment non plus sous forme de volume, mais dans la revue anglaise dont il est l'éditeur général, French Studies, revue bien connue d'études françaises, French Studies. Il publie donc un premier supplément d'une vingtaine de lettres en janvier 86. Et puis ce n'est qu'un premier supplément, il y aura un deuxième supplément en avril 87, un troisième supplément en avril 90, un quatrième supplément en avril 91, un cinquième supplément en avril 93 et un sixième supplément en janvier 94. 6 suppléments donc, chacun d'une vingtaine de lettres. Et naturellement, cela n'arrête pas la sortie de nouvelles lettres. Nous sommes en 94 et à cette époque, Lloyd Austin, qui est très fatigué, il a 79 ans, il est fatigué par le travail, pour d'autres raisons, il ne veut plus continuer ce travail de Sisyphe. Il ne trouve personne dans son environnement anglais, et comme c'est l'époque où je suis en train de travailler sur le premier volume de la Pléiade, il me sollicite en me disant de continuer cette publication de suppléments de la correspondance. J'accepte donc de continuer et il me donne ses archives pour faciliter cette continuation de la publication, ce qui fait que je publierai un 7e supplément en janvier 96, donc soit une année à peu près après sa mort, puisqu'il meurt justement à la fin de 94, le 30 décembre 1994. Mais cette même année 94, alors que je n'avais jamais travaillé sur la correspondance, 2 autres sollicitations vont survenir. La première, c'est donc celle de Austin pour continuer les suppléments. La deuxième, c'est Gallimard. J'ai évoqué le cas du tome 1 qui était resté en suspens, puisque cette édition parue en 59 était mal faite et contenait de nombreuses erreurs, tant du point de vue du regroupement des lettres, de leur datation, que de l'intégrité du texte, tout simplement de la capacité à restituer le texte authentique. Et Austin, qui s'en était aperçu évidemment, avait reporté à plus tard la réfection de ce tome 1 qui impliquait un temps considérable. Donc il l'avait reporté à la fin de son entreprise de publication. Et puis à la fin de son entreprise de publication, il a été pris par les suppléments, et puis il a été pris par la fatigue. Bref, il n'a jamais fait cette réfection du tome 1. Et par conséquent, Gallimard souhaiterait que fût refait ce tome 1 en la personne de Jean-Yves Tadier, qui dirige la collection Folio Classique, qui dirige toujours la collection Folio Classique, souhaitait la réfection de ce tome 1 sous forme de volume de poche, parce que c'était les lettres les plus importantes, les plus intéressantes. De son côté, Yves Bonnefoy, lui, aurait souhaité qu'on refît les propos sur la poésie de Mondor avec davantage de matière,
puisqu'évidemment on avait davantage de textes, davantage de lettres, etc. Bref, il y a eu un débat chez Gallimard, refaire le tome 1 ou refaire les propos sur la poésie, que Bonnefoy aurait évidemment préfacé, et finalement, mais il fallait quand même quelqu'un pour faire le travail, il ne suffisait pas de vouloir que ce fût fait, donc on se tourne vers moi pour faire soit cette réflexion, soit ces propos sur la poésie. Je dis, ben, autant faire les deux, et donc la formule va être adoptée, c'est-à-dire que c'est le volume qui est paru chez Folio Classique le 1er janvier 1995, soit un peu moins d'un an après la commande, de la réflexion du tome 1, avec en annexe un certain nombre d'extraits, de lettres complètes, mais qui portaient essentiellement sur la poésie, d'où le titre à rallonge, et correspondance complète 1862-1871, suivi de lettres sur la poésie 1872-1898. Ouf. Évidemment, sur la couverture, on ne met que la première partie du titre. Bref, c'est la deuxième sollicitation, c'est la réflexion du tome 1. Et la troisième sollicitation, toujours en 1994, c'est-à-dire il y a 25 ans, elle vient de François Chapon, qui est directeur de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet à l'époque, qui est sur la fin de son mandat, parce qu'il doit partir à la retraite en 1995, et qui veut solder un certain nombre de projets qu'il avait, et il fait un peu le bilan de tout ce qu'il y a à la bibliothèque, et naturellement, dans le fonds Mondor, il retrouve une partie du fonds Mondor qui n'avait pas été encore utilisée, ce sont les lettres à Méry-Laurent, lettres de Mallarmé à Méry-Laurent. Ces lettres à Méry-Laurent commencent en 1884. Donc évidemment, elles n'avaient pas été utilisées au début par Mondor, mais on peut supposer que Mondor les aurait utilisées, sauf que, à sa mort en 1962, c'est son héritière testamentaire qui va devoir trancher. Son héritière testamentaire, comme Mondor, appartient au monde de la médecine, et elle n'y connaît rien, et c'est une correspondance un peu particulière, les lettres à Méry-Laurent, par précaution, suspectant que cela puisse être graveleux, elle décide de mettre un interdit sur cette correspondance, au moins jusqu'en l'an 2000. Nous sommes en 1962, donc 38 ans avant. Ça laisse du temps. Et nous sommes là maintenant en 1994, François Chapon jette un coup d'œil sur cette correspondance, n'y trouve rien de scandaleux, et décide de lever l'interdit par anticipation, et pour qu'il puisse se targuer de cette publication avant son départ à la retraite, il me demande de publier ces lettres de Méry-Laurent au nombre de 166, lettres à Méry-Laurent au nombre de 166, qui posent un problème particulier parce que la très grande majorité des lettres ne sont pas datées, ne sont datées que par le jour, c'est Paris lundi ou Valvin mardi, et puis surtout ne comporte, puisque c'est une correspondance essentiellement sentimentale, ne comporte pas beaucoup de références à des événements extérieurs qui permettent de les dater. Donc, problème casse-tête absolu pour dater toutes ces lettres, les dater de façon certaine pour beaucoup, probable pour un certain nombre, simplement possible ou plausible pour un petit nombre quand même. Et c'est à cette occasion que je me suis trouvé confronté, ainsi que pour la réflexion du tome 1, à ce casse-tête que représente non seulement la recherche des manuscrits quand on n'en dispose pas, mais même lorsqu'on en dispose, la nécessité de dater les lettres parce qu'il n'y a pas de correspondance sans datation. Et par exemple, une des façons de dater les lettres en désespoir de cause quand il n'y avait pas d'autre moyen, puisque cette correspondance courait de 1884 à 1898, c'était de relever dans les journaux du temps, au jour le jour, pendant 15 ans, la météorologie, pour savoir s'il faisait beau ou mauvais tel jour, s'il neigeait, s'il pleuvait, s'il ventait, etc. Parce qu'il suffit parfois d'une simple précision dans la lettre, il fait froid aujourd'hui, pour voir si telle date peut correspondre, telle date suggérée par exemple par d'autres indices ténus. Et ce relevé systématique de la météorologie permet d'éliminer des hypothèses et d'en faire d'autres ou de confirmer certaines hypothèses.
C'est ainsi donc que cette correspondance avec Méry Laurent est parue le 1er janvier 1996, un an après la publication du volume de Folio. Voilà l'histoire de cette correspondance, qui ne s'arrête pas là tout à fait, puisque j'étais toujours en charge de la publication des compléments. J'ai parlé du complément que j'ai publié dans French Studies en 96, en janvier 96, mais French Studies commençait à trouver quand même que ça faisait beaucoup. Ça laissait un peu trop de place à Mallarmé dans une revue qui n'avait pas une pagination considérable, qui n'avait que 4 numéros par an. Donc si chaque année il y avait un numéro qui était partiellement occupé par des lettres de Mallarmé, c'était au détriment des autres contributeurs. Donc French Studies a décidé d'arrêter les frais, mais de publier l'ensemble des suppléments en un volume qui est paru en 98, l'année du centenaire, comme est paru cette année-là le premier tome de la Pléiade, puisqu'il fallait absolument paraître pour le centenaire de Mallarmé, le centenaire du poète. Alors, après que French Studies donc a passé la main, il fallait trouver une autre revue, et j'ai sollicité la RHLF qui a publié un 8e supplément dans le numéro 5 de 1999. Et puis, naturellement, les suppléments potentiels n'ont cessé de s'accumuler. J'avais le 2e volume de la Pléiade à terminer aussi. Il a été terminé en 2001, mais il n'est paru qu'en 2003. Et à partir de là, je me suis dit que plutôt que de publier des suppléments, à raison de 20 lettres à chaque fois, accumulons les lettres et tâchons de compléter la correspondance, ce qui fait que j'ai entrepris de saisir toute la correspondance existante sur mon ordinateur, de façon à la compléter au fur et à mesure de tous les nouveaux arrivants. C'est ce que j'ai fait, donc il a fallu quelques mois pour saisir l'ensemble, et à partir de là, je pouvais, chaque fois qu'une lettre nouvelle arrivait, compléter. Alors les lettres sont arrivées dizaines par dizaines, parfois, et au bout d'un certain temps, je suis arrivé à avoir plusieurs centaines de lettres nouvelles. Donc, plutôt que d'éditer 10 par 10 ou 20 par 20, il était peut-être souhaitable d'envisager à terme, je dis bien à terme, c'était au début des années 2000, une future nouvelle édition. Ce qui a abouti en 2009 à un premier état avec 3130 numéros de lettres, donc ça faisait 420 lettres de plus par rapport à l'édition Mondor-Austin, mais je n'avais aucun mandat éditorial pour cette entreprise que j'avais faite tout seul dans mon coin. J'ai donc évidemment contacté Gallimard, parce que Gallimard était le seul éditeur qui pouvait se charger d'une telle entreprise, tout simplement parce qu'il possédait les droits de la première édition, et par conséquent, il y avait aussi Mondor et Austin et leurs héritiers qui étaient ayant droit de cette correspondance. Étaient libres de droit, au moins du point de vue de l'édition, les seules lettres nouvelles. Bref, seul Gallimard pouvait faire cela. J'ai obtenu en 2009 un accord de principe, mais les choses ont traîné pour des raisons qui étaient diverses, mais aussi essentiellement pour des raisons juridiques. Parce que la correspondance pose des problèmes complexes de droit d'auteur. Parce que sont ayant droit non seulement les héritiers des auteurs de lettres, mais les héritiers des destinataires de lettres, même si ce n'est qu'un droit moral et pas un droit patrimonial. Sont ayant droit aussi les propriétaires des lettres. Et comme ces lettres sont dispersées en de multiples collections gigantesques ou minuscules, il y a un très grand nombre de collectionneurs concernés, et puis sont ayant droit encore les premiers éditeurs des lettres déjà publiées, même si ce n'est que par extrait. Donc c'est un casse-tête pour les conseillers juridiques des maisons d'édition, et on sait que les conseillers juridiques des maisons d'édition sont aujourd'hui essentiels, parce que sinon c'est le procès, avec des risques de perte considérables. Ce qui fait que les choses ont traîné jusqu'à 2018. Ce qui a eu un avantage au moins, c'est que pendant ce temps de latence,
eh bien, il y a eu plus de 200 lettres nouvelles qui sont arrivées, puisque de toute façon, ça ne s'arrête jamais. C'est une entreprise infinie. Donc il faut marquer un temps d'arrêt à un moment donné, mais on sait que ça ne s'arrêtera pas. Et d'ailleurs, depuis la publication, j'ai quelques lettres nouvelles, bien entendu, qui feront peut-être l'objet d'un supplément futur.